Allez, salut. L'émission, hein. Ça s'appelle Ah, mais c'est ça. bien. Et tu m'as pas dit Tu fais quoi, du sport ou de la Si, je manger? t'ai annoncé tout à l'heure. J'étais rentré après. D'accord. Je t'ai annoncé. Bonjour à tous, bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Aujourd'hui, mercredi 13 janvier, c'est Dominique Flora qui est au micro. Je suis accompagné de Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Salut. Et nous sommes ensemble de 9h30 à 11h pour une belle émission que j'ai préparée pour vous. Et comme c'est ma première émission de l'année, eh bien permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2021 soit synonyme de plaisir, de joie, de bienveillance à partager tout autour de vous. Alors vous le savez déjà, mais je vous le rappelle à chaque fois que je prends l'antenne. Vous pouvez aussi nous suivre en vous connectant aux vidéos live de Facebook, page Bar de l'économie, au site internet idfm98.fr ou tout simplement nous écouter en FM 98.0. Et puis si vous voulez réécouter l'émission, vous pouvez aussi le faire. C'est sur la chaîne YouTube Bar de l'économie dès cet après-midi. Alors au programme du Bar de l'économie, aujourd'hui nous allons parler d'un magazine particulier car vous ne pouvez pas le trouver en kiosque, vous ne le trouvez que sur le web avec une galerie de portraits des artistes, des sportifs, des entrepreneurs qui sont interviewés sous un angle particulier, c'est celui de la peur qu'ils ont dépassée. L'idée c'est de progresser, d'avoir des techniques, des méthodes, des conseils aussi pour dépasser ces peurs et oser se lancer. Nous parlerons aussi d'un projet de reconversion originale dans le vélo, la vente, la réparation, un atelier itinérant, mais pas que cela. Une offre de service très originale. Enfin, je ne vous en dis pas plus, vous allez tout savoir dans quelques instants. Et puis, nous parlerons de l'actualité du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains avec le Numérique Lab et le dernier mot qui sera mis en place vers la fin du mois de janvier. Alors, vous voyez un programme très riche et varié que nous allons partager avec nos invités, que j'ai le plaisir de remercier tout d'abord d'être avec nous aujourd'hui et qui, pour des raisons de Covid, ne sont pas tous en même temps dans le studio. Actuellement, nous sommes en studio avec Dominique Roland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de la ville d'Anguin et directeur du Centre des Arts. Bien, vous nous parlerez de l'appel à candidature pour le Numérique Lab, du lancement de votre nouveau MOOC qui sera accessible donc, le 25 janvier précisément. Et bien sûr, nous profiterons également de votre présence pour évoquer votre programmation de ce début 2021. Antoine Bobinet, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes fondateur de la société Bobby Bike. Vous êtes installé à 30 km de Paris, à Chantilly précisément. Bobby Bike est né d'une envie de vivre au grand air, de partager une envie d'itinérance, de découverte et d'évangéliser dans ce mode de transport en plein essor. La recette est simple, le vélo en est l'ingrédient principal. Vous nous expliquerez comment vous en êtes venu cette idée d'entreprendre dans cette direction. Ensuite, nous recevrons Stéphanie Haas, qui est présente sur Internet depuis 1999. Elle est formatrice sur le digital et les réseaux sociaux avec sa propre société Oxa Conseil. Et pour elle, nous pouvons dire que les réseaux et la communication sur le web sont une seconde nature. Mais Stéphanie Haas a aussi une autre activité. Elle est également cofondatrice du webzine Secret de Héros. C'est sur cette activité que nous allons discuter aujourd'hui. Elle nous présentera en détail son webzine, que l'on pourrait aussi présenter comme un magazine digital que l'on trouve sur le web. Le titre de ce webzine, Secret de Héros. Et Nathalie Smadja, qui est auteur, concepteur, rédacteur, responsable éditorial. Elle écrit pour le web et pour les entreprises. Alors ses domaines de prédilection, ce sont le luxe, la beauté, la culture. Cela fait plus de 15 ans que Nathalie Smadja exerce en freelance. Elle a aussi écrit un roman, La place du passager. Elle a écrit aussi une première biographie et c'est début 2020 qu'elle se retrouve avec Stéphanie Haas pour créer ce webzine Secret de Héros. Toutes les deux nous expliqueront comment fonctionne cette complémentarité, comment elles construisent les interviews et surtout qui sont ces héros dont elles parlent. Voilà pour le programme de notre émission. Ah oui, mais j'allais oublier parce qu'il nous a rejoint en studio, c'est Bruno Vigoureux qui viendra nous présenter sa chronique cuisine avec une recette dont il a le secret. Bonjour Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous continuons avec les infos du jour. Vous avez vu que le programme est chargé, j'en ai sélectionné deux aujourd'hui. La première, elle est un peu triste, c'est Hubert Auriol qui nous a quittés. Il était surnommé l'Africain. Il avait 68 ans, il est parti le 10 janvier, victime de la Covid-19. Il était pilote moto et automobile français. En tant que pilote moto, je rappelle qu'il a remporté à 2 reprises le Paris-Dakar en 81 et 83, avant d'arrêter après l'édition de 87. Ou à la lutte avec Cyril Neveu, il abandonne la veille de l'arrivée après s'être fracturé les 2 chevilles. Ensuite, il continue les rallyes africains, d'abord au volant d'un buggy, puis en auto. Il remporte l'édition 92. Il devient ainsi le premier à remporter l'épreuve en tant que pilote moto et pilote auto.
Et ensuite, il assure la direction de l'épreuve de 1995 à 2004. Et puis en 2001, c'est lui qui présente la première saison de l'émission Koh Lanta sur TF1. Hubert Auriol était un homme d'aventure, de challenge, qui aura marqué son époque dans les rallyes africains. Et c'est un triste départ. La seconde information sur la Covid-19, c'est Bruno Le Maire qui s'inquiète pour la reprise en 2021 et élargit les aides aux entreprises. En effet, le ministre de l'économie juge qu'atteindre l'objectif d'une croissance de 6% en 2021 sera un défi, renvoyant la reprise éventuelle au deuxième semestre. Il a aussi promis de continuer les aides aux entreprises aussi longtemps que nécessaire. Le fonds de solidarité va être renforcé pour plusieurs secteurs. Dans ce contexte, le quoi qu'il en coûte a encore de beaux jours devant lui. Nous allons soutenir les filières économiques aussi longtemps que nécessaire, a argué Bruno Le Maire, qui se dit même prêt à prolonger les aides au-delà de la crise si c'est nécessaire pour redémarrer plus facilement. Le ministre de l'économie explique avoir été très prévoyant, sous-entendant que tous les crédits des dispositifs d'urgence n'auront pas forcément été consommés en 2020 et pourront être reportés sur l'année en cours. Alors il faudra de toute façon gonfler les enveloppes prévues, puisque Bruno Le Maire a confirmé que le fonds de solidarité allait être plus généreux encore, en finançant les charges fixes des grandes structures de l'hôtellerie et de la restauration. Ces dernières auront droit à partir de janvier à une compensation pouvant aller jusqu'à 3 millions d'euros en cumulé sur toute la période de crise. Les modalités complètes seront données demain, jeudi, à l'occasion de la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex. Et un geste supplémentaire sera donné pour les grandes structures de l'hôtellerie-restauration, mais aussi pour les remontées mécaniques de ski, par exemple. Bruno Le Maire a aussi annoncé un coup de pouce pour certaines professions comme les viticulteurs, les commerces de gros de boissons ou les résidences de tourisme. Celles-ci n'avaient droit jusqu'à présent qu'à la prime de 10 000 € et pourront avoir droit désormais à l'aide représentant 20% du chiffre d'affaires. Enfin, le locataire de Bercy a laissé la porte ouverte à la création d'un deuxième volet du plan de relance destiné spécifiquement aux secteurs les plus touchés par la crise, proposé la semaine dernière par le MEDEF. Je le cite, « Je rejoins cette ambition. Il y a par exemple un vrai sujet d'investissement et de modernisation du parc hôtelier », a précisé Bruno Le Maire. Alors voilà, c'était les infos du jour. C'était relativement court. Et avant de démarrer les interviews avec nos invités, eh bien, nous allons faire une première pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Nous voilà de retour au bar de l'économie. Vous venez d'entendre en fait Céline Dion et Jean-Jacques Goldman dans J'irai où tu iras. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'être avec Stéphanie As, qui est formatrice sur le digital et les réseaux sociaux avec sa société Oxa Conseil, Nathalie Smadja, auteur, concepteur et rédacteur, responsable éditorial. Elles ont fondé ensemble le webzine Secret de héros. Antoine Bobinet, fondateur de la société Bobby Bike. Bobby Bike est à Chantilly et propose de nombreuses activités autour du vélo. Et Dominique Roland, directeur général adjoint de la ville d'Enghien et directeur du Centre des Arts, qui est venu nous parler de l'appel d'offres à candidature pour le Numérique Lab et du lancement du MOOC qui sera accessible le 25 janvier. Alors Dominique Roland, nous allons commencer avec vous. Mais avant de nous parler du Numérique Lab et du nouveau MOOC qui est à venir, qui sont les sujets qui nous concernent aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire un court bilan de l'année 2020 et comment vous avez vécu cette période avec ces deux confinements et puis des situations qui ne sont pas toujours très simples à gérer? Évidemment, l'année 2020 est une année inédite pour le monde de la culture, mais pour le monde économique. Et puis, bien sûr, pour toute la dimension sociale, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi les effets collatéraux, c'est-à-dire, évidemment, cette distanciation, comme elle est appelée, distanciation sociale, a posé, outre les aspects, je dirais, sanitaires, évidemment, et tout ce que cela peut générer. Évidemment, le monde de la culture, et c'est celui que je connais le mieux, était impacté, il est aujourd'hui, et il est durablement, parce que derrière l'impact, évidemment, à la fois sanitaire, il y a aussi l'impact économique sur la culture. Certains pensent que, parce que la culture représente 5% du PIB, c'est un petit peu un effet à la marge, mais en réalité, la culture, quand on regarde ce que sont les festivals en France, puisque la France est quand même l'exception culturelle mondiale, puisque l'aménagement du territoire donne aujourd'hui le plus grand nombre de salles de cinéma. Je veux dire, si on regarde à l'échelle européenne, avec évidemment les financements de l'État, même si aujourd'hui ils sont moindres que ce qu'ils ont été, il y a aussi le fait que la culture, si on regarde Cannes, Festival de Cannes, si on regarde Avignon,
si on regarde le Printemps de Bourges, et je ne vais pas tous les citer, mais pour montrer que avec la culture, eh bien, il y a un bénéfice sur le plan commercial, sur le plan économique, des retombées qui sont pour l'ensemble des territoires. Et ça, c'est pas un aspect négligeable. Donc là, nous avons été effectivement sinistrés. Nous avons apprécié cette situation de la manière suivante, en pensant qu'il fallait justement désanctuariser la culture en utilisant évidemment les technologies et le numérique, bien sûr, eh bien, en essayant de créer d'autres rapports pour des personnes qui ne viennent pas toujours dans les établissements, que ce soit les musées, que ce soit les cinémas ou les théâtres, eh bien, pouvoir s'adresser à ces personnes aussi, qui sont éloignées, je veux dire, qui ont aussi qui sont empêchées quelquefois. Et donc, nous avons mis en place donc une web TV avec des focus sur les expositions pour le grand public, un ciné-club virtuel, donc toujours avec à la fois Charlotte Garçon et puis Alain Bergala, hein, donc dans les ciné-clubs aussi, et puis des instantanés sur l'actualité chaque semaine, et puis ce qu'on appelle nous un Quesaco, c'est-à-dire les métiers de la scène, de montrer, si vous voulez, ce que l'on ne voit pas quand on vient dans un théâtre assister à un spectacle pour le grand public, c'est-à-dire découvrir les coulisses, et on vous explique comment jardin, cours, ce que sont toutes les machineries de scène, comment ça fonctionne. Donc en définitive, le but, c'est de garder un lien avec le public, garder ce lien, continuer à avoir une communication qui est une espèce de fil, je dirais virtuel dans le fond de la communication, mais important. Et vous avez justement cherché à trouver des solutions qui, dans la période qui était celle de 2020, qui était nouvelle en fait, hein, qui nous a frappé tous, vous avez cherché des solutions avec de la créativité pour conserver ce lien et trouver de nouvelles solutions. Alors oui, toutes mes équipes, alors non seulement sur le Centre des Arts, se sont formées à la vidéo et à l'enregistrement pour à la fois enregistrer toutes les résidences, parce que ce que peut-être on ne sait pas pour nos auditeurs pour le Centre des Arts, c'est que c'est un lieu en 2020. Alors ça, il y a toujours un aspect, il faut transformer les revers en victoire. Et donc en 2020, nous avons eu le Centre des Arts a été désigné par le ministère de la Culture comme un établissement à rayonnement national, ce qui est à récréation, ce qui veut dire que si le théâtre est fermé pour la diffusion, pour le public, et ça on déplore bien sûr, eh bien il y a les résidences. Donc les artistes travaillent en résidence, nous avons des artistes chaque semaine, des artistes en musique, en danse, en technologie. Et c'est le cas en ce moment. Et c'est le cas en ce moment. Et puis, effectivement, toute l'année 2020 est riche dans le sens où ça a été aussi une année où les artistes préparaient en quelque sorte ce qu'ils vont produire quand nous allons sortir évidemment de cette situation et qu'on pourra avoir accès au spectacle. Donc, ils sont prêts pour la plupart avec à peu près un an de travail de création. Bon, bah écoutez, tout ça c'est très bien. Alors on passe sur 2021. 2021, le premier sujet, c'est Numérique Lab. Peut-être dans un premier temps, vous pouvez introduire ce qu'est Numérique Lab. Oui, alors le Numérique Lab, il s'adresse d'abord à des projets innovants, des projets à la fois d'entreprises qui sont... c'est un incubateur, Numérique Lab. Alors un incubateur, on est au stade où l'on structure son entreprise et ce qu'est cet incubateur, il est orienté sur la création et sur les industries créatives. Alors, industrie créative, culturelle, ça veut dire que les profils finalement de nos entreprises, alors je vais vous en citer quelques-unes, ça va permettre à nos auditeurs d'éclairer qu'est-ce que c'est un incubateur Numérique Lab. Nous avons aujourd'hui 5 entreprises, je prends cet exemple, le studio de l'imaginaire. Alors, le studio de l'imaginaire, c'est un studio de création de vidéos et d'expériences visuelles immersives. Alors, c'est quelqu'un qui a créé ce studio qui travaille évidemment, il utilise la magie, et donc il utilise également le smartphone, la vidéo, et il crée aussi des événements, et donc il travaille sur le marché du luxe pour des grands comptes, et aussi pour des soirées qui sont des soirées événementielles. Donc là, c'est de la création, je dirais, artistique pour le spectacle, mais à partir d'objets qui sont nos téléphones portables,
et avec une pratique de la magie. Voilà. Ensuite, nous avons une autre entreprise qui s'appelle Music Com, et qui est un incubateur de talents. Alors, les talents dans le domaine musical. Alors, nous sommes ici dans une radio qui diffuse beaucoup de musique, mais ce qui est toujours difficile pour des jeunes talents pour démarrer, eh bien, c'est d'avoir une société de production qui vous offre la première chance, qui vous ouvre les portes non seulement à travers donc un appel à projet, mais en même temps avec une plateforme de découverte qui est une plateforme en ligne. Pour Et là, vous mettez le pied à l'étrier? Vous leur proposez de... Alors nous, ce que nous faisons, c'est-à-dire le Centre des Arts est associé avec Plaine Vallée, c'est-à-dire tout le pôle économique de Plaine Vallée, donc de l'agglomération, pour accompagner ces entreprises, pour à la fois les accompagner sur le plan juridique, parce que sur le plan aussi économique, c'est-à-dire leur business plan, également sur le plan artistique, pour rencontrer des artistes, c'est-à-dire que nous avons différents espaces, et à la fois ils bénéficient d'un bureau, ils bénéficient aussi d'espaces de travail pour justement ce que nous avons tous en ce moment, c'est-à-dire des salles équipées et fibrées, parce que tout est fibré en lien, mais équipées pour être sur Zoom, Skype pour des conférences, également des espaces de production et d'expérimentation pour l'entreprise, des événements sur mesure parce que nous organisons des conférences, des rencontres avec des professionnels, des secteurs économiques. Vous êtes un facilitateur en fait. Oui, en quelque sorte. On peut dire ça. Oui, on fait à la fois nous sommes des facilitateurs, mais aussi nous accompagnons, je dirais, au quotidien ces entreprises. Vous restez auprès d'elles pour les accompagner dans leur voilà, chemin, exactement. sur leur chemin. Et je vais prendre un exemple très concret. Pour certaines d'entre elles, nous avons, il se trouve que le Centre des Arts a été désigné au terme d'un appel à projet pour l'année officielle de la France au Japon en 2021. Bravo. Eh bien, alors l'Institut français, ça se passe à Osaka, puisque le département du Val d'Oise, nos éditeurs le savent, le département du Val d'Oise est jumelé avec Osaka. Donc il y a et à cette occasion, nous allons donc programmer artistiquement avec les bains numériques, qui est notre format de biennale qui se déroule tous les 2 ans en Guyane-les-Bains, et bien sur le Japon et sur Osaka. Et nous allons embarquer effectivement aussi nos entreprises du Numérique Lab, de l'incubateur. D'accord. Alors dites-moi, sur le Numérique Lab en 2021, ce que je sais, c'est que vous lancez en fait un appel d'offres. Donc comment ça se passe en fait cet appel d'offres? Alors juste, cet appel d'offres est très simple, c'est-à-dire alors j'ai cité deux entreprises pour montrer quel était le modèle un petit peu de ces entreprises. Sont éligibles sur des phases de préamorçage, je veux dire de projet, de prototypage de projet, de validation de modèle économique, parce qu'il faut bien arriver, pour les candidats qui nous écoutent, potentiels qui nous écoutent, être aussi de relever bien sûr des industries créatives. Alors là, les industries créatives, évidemment, il y a différents domaines. On peut aussi penser des solutions, des applications en ligne qui sont faites pour le tourisme, par exemple. Ça a été d'ailleurs le cas d'une des entreprises qui était chez nous au sein de l'incubateur, qui a réalisé pour le tourisme sur la vallée de Montmorency, sur la forêt de Montmorency plus exactement, une application qui est la forêt augmentée. Vous parcourez la forêt et vous découvrez l'histoire de la forêt, mais sur le plan historique par rapport évidemment à la faune, à la flore, mais également sur des aspects, par exemple le château de la Chasse. Là, nous avons les profils que nous recherchons, ce sont des entreprises innovantes. Effectivement, elles sont accompagnées, donc ils ont un loyer puisqu'ils bénéficient d'un bureau. Bon, c'est assez modique, hein, c'est de l'ordre de 250 € par mois, mais avec l'accès au plateau, à des studios, avec un accompagnement de mes collaboratrices qui, au quotidien, accompagnent ces entreprises. Donc l'intérêt pour l'entreprise, c'est de pouvoir bénéficier pendant 1 an de cet accompagnement renouvelable, 1 année supplémentaire. Mais le but, vous le savez, c'est qu'une entreprise incubée, elle est destinée à voler ses propres ailes.
ensuite de passer sur ce qu'on appelle des tiers-lieux. Alors dites-moi, les candidats, en fait, concrètement, qu'est-ce qu'ils doivent vous remettre? Un dossier? Il y a une présentation à faire? Exactement. Alors, il y a un dossier, donc il faut aller sur notre site, Voilà. cda95.fr, et évidemment, il y a tous les critères qui sont définis. Remplir ce dossier, l'envoyer en ligne. Ensuite, ce dossier est examiné, évidemment, sur le plan... Alors, excusez-moi, je vous interromps. Il y a une date de... Alors, oui, De réception des la dossiers. date limite, c'est le 8 février. 8 février, prochain. d'accord. Donc ça, c'est important qu'on le rappelle, que ceux qui veulent le ne se réveillent pas un peu trop tard. Donc le 8 février. Comité qui se réunit d'experts. Vous avez dedans des acteurs économiques. Ça peut être BPI France, ça peut être Cap Digital, ça peut être le CEVO pour le Val d'Oise, un certain nombre d'acteurs et d'experts. Et à partir de là, si le dossier évidemment donne une perspective, parce que avoir un prototype, avoir une entreprise, avoir une idée, ça ne suffit pas. Il faut aussi que l'on voit véritablement qu'il y a un débouché et qu'il y a une ouverture vers les industries. Que le projet soit pérenne, en fait. Il y a une certaine pérennité Exactement. dans la présentation. Vous avez déjà reçu des candidatures? Nous en avons reçu. D'accord. Alors, je pense que c'est un exercice, c'est plutôt une émulation Oui. pour nos candidats, ceux qui le souhaitent, qui nous écoutent. Eh bien, c'est que nous n'avons aucun a priori. Celui ou celle qui seront les candidats lauréats retenus, eh bien, bénéficieront pendant une année au moins, voire deux, eh bien, de cet accompagnement. Et il faut savoir que ce n'est pas neutre parce que on est au sein d'un écosystème sur Enghien-les-Bains et en particulier sur le Centre des Arts, où nous avons en ce moment le Paris Image qui se déroule évidemment virtuel. Vous avez des professionnels qui passent au quotidien, vous avez des entreprises, c'est-à-dire que vous avez un flux finalement et des possibilités de rencontres qui sont véritablement un réseau et un carnet d'adresses. Oui, alors on ne l'a pas assez dit, mais on reviendra dessus lors d'une prochaine émission. Il y a tout un dynamisme au Centre des Arts sur tout ce qui est numérique, tout ce qui est image. Et c'est en fait ce que vous faites là, ça s'intègre aussi dans tout cela. Il y a une cohérence dans toutes ces actions. Alors on peut peut-être rappeler les dates. Donc vous dites 8 février. Oui. Ensuite, vous vous réunissez et vous décidez à quel moment? Ça va être décidé consécutivement, puisque c'est la date limite de dépôt de dossier. Et pour le mois de mars, on sera en mesure de donner les résultats et de pouvoir préparer l'accueil. Donc dès le mois de mars, en fait, ceux qui auront été acceptés pourront venir chez vous et commencer à travailler sur leur projet avec vos équipes. Alors vous avez aussi cité le coût en fait pour ces candidats, enfin pour ceux qui seront retenus, c'est 250 € par mois, mais derrière il y a tout un certain nombre de services. C'est pas seulement de la mise à disposition d'espace. Il faut insister là-dessus. C'est aussi un professionnalisme que vous mettez à leur service pour les accompagner sur l'ensemble de l'activité et pas seulement l'aspect créatif. Et des aides, c'est-à-dire qu'ils ont accès à des guichets d'aide. Par le prisme, c'est-à-dire de tous les dispositifs existants sur lesquels nous les accompagnons, évidemment. Ben écoutez, c'était très clair, Dominique Rolland, pour toutes ces précisions. On passe au deuxième sujet. Alors le deuxième sujet, c'est le MOOC. Donc le MOOC, je vous laisserai donner la définition, mais je sais que vous en avez déjà fait et vous avez un franc succès d'ailleurs. Alors on va commencer. Un MOOC, c'est quoi? Alors MOOC, c'est tout simplement c'est Massive Open Online. C'est finalement une formation sur Internet qui est gratuite. Et en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, parce qu'il y en a aujourd'hui, c'est permettre à des publics de se sensibiliser, ou tout moins d'avoir accès à des formations, je dirais, plus de découverte, en quelque sorte. Et nous avons réalisé, c'est vrai, la référence du premier MOOC que nous avons réalisé était sur art et création numérique. C'était déjà il y a un an, avec la Fondation Orange, puisque c'était éligible au titre de la Fondation Orange, qui était à l'initiative de ces MOOC. Et nous avons aujourd'hui, je peux dire, un an après, plus de 10 000 personnes inscrites. Alors des personnes, on se demande qui? Alors on a été voir, évidemment. Alors on a évidemment des enseignants, des retraités, des plus jeunes. Et aujourd'hui, nous avons amorcé depuis, au cours de l'année 2020, un second MOOC, cette fois-ci sur les effets spéciaux dans l'histoire du cinéma. Alors là, vous répondez à la deuxième question. Donc le sujet, c'est les effets spéciaux. Les effets spéciaux, partant du cinéma argentique,
vous repensez, je pense, nos auditeurs, imaginez l'époque de Méliès, 1910, où vous voyez ces films, ces apparitions, ces disparitions, comment c'était fabriqué, tout simplement. On arrêtait la caméra, on reprenait plus tard, la personne avait disparu, donc quand on assemblait les images, on voyait quelqu'un apparaître, disparaître. Donc c'est les premiers effets. Finalement, c'est lié à la magie, ce qui était finalement Méliès. Et on présente un petit peu tous ces artifices de cette magie fabriquée pour le cinéma depuis les années 1910 jusqu'au numérique, à l'ère numérique, c'est-à-dire Jurassic Park. Vous imaginez les premiers effets et à travers ce qu'on peut appeler des tutoriels. C'est-à-dire, vous avez dedans, moi j'ai les conférenciers du Puy, c'est-à-dire Denis Muren, 9 fois oscarisé, qui est arrivé au moment où il y avait Star Wars, Denis Muren, mais aussi Phil Tippett, sur des films comme Avatar également, où vous voyez vraiment l'évolution de ces effets spéciaux de plus en plus, c'est-à-dire où vous êtes de plus en plus dans le réalisme, et finalement les effets s'effacent, c'est-à-dire que vous voyez de moins en moins, vous sentez, vous dites comment c'est fait, on ne se pose même plus la question, d'ailleurs le public est de plus en plus critique. Oui, on est dedans, quoi. On est dedans, et les techniques ont changé, c'est-à-dire que ce que l'on faisait par exemple il y a 20 ans avec des fonds verts, on vous filme sur un fond vert, puis sur le fond vert vous avez un paysage, donc vous changez de paysage. Aujourd'hui ce sont des écrans LED, c'est-à-dire comme pour nos auditeurs, si vous voulez c'est votre télévision mais multiplié par un espace, si vous voulez un parallélépipède, vous avez sur les 4 faces de cet espace, vous avez de l'image, et donc vous êtes dans un environnement, et vous-même, vous êtes complètement intégré, en immersion. Vous êtes en immersion, oui, c'est ça. Alors ça veut dire que tout ce qui est aujourd'hui, on parle en ce moment parce qu'il y a ce festival sur les effets spéciaux en lien au Centre des Arts, c'est-à-dire ce qu'on faisait autrefois en se déplaçant, en allant sur des décors réels, en se déplaçant, en allant à l'étranger. Vous voyez que Covid aura eu au moins, je ne peux pas dire un avantage, mais permet quand même à des productions de se faire aujourd'hui parce que vous êtes dans un studio et finalement vous pouvez passer d'un paysage à un autre, d'une cascade à une autre. Vous filmez directement les effets aujourd'hui sans changer de décor, sans vous déplacer à 900 km. C'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Alors dites-nous, qui est-ce qui va l'animer ce MOOC ? Alors, nous avons tourné. Nous avons tourné toutes les sociétés de production qui travaillent dans ces domaines, qui sont principalement en France. Il faut se rappeler pour nos auditeurs que la France est le 3e producteur mondial d'effets spéciaux. Et la plupart de nos écoles d'effets spéciaux, eh bien, la plupart des élèves de talent vont dans les plus grands studios, Weta, Disney, à travers le monde, et travaillent sur toutes les grandes productions. C'est-à-dire que nous n'avons pas des Français sortis d'écoles françaises qui ne sont pas sur les films qui sortent aujourd'hui, ça peut être le Roi Lion, enfin, dernièrement, où les effets sont véritablement, je dirais, vertigineux, finalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons, rappelez que la France est quand même dans le top 3. Non mais c'est bien de le rappeler parce que on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que la France elle est reconnue mondialement sur ce sujet-là, avec des professionnels qui sont, je dirais, demandés partout. Alors oui, et l'intérêt c'est de faire connaître à travers ce MOOC au public, si vous voulez, on connaît dans toutes les distributions de films, on fait référence aux acteurs, on fait référence aux réalisateurs, on fait référence aux producteurs. Donc, mais rarement aux superviseurs des effets spéciaux, aux directeurs artistiques. C'est-à-dire ce qu'on appelle nous les architectes de l'ombre, et que nous mettons d'une certaine manière en lumière avec ce MOOC pour faire découvrir au grand public effectivement que ces effets qui sont pratiquement dans tous les films. Vous savez le film aujourd'hui qui a été réalisé avec Omar Sy, qui vient de sortir, qui a été une production de Netflix. Sur Arsène Lupin ? Sur Arsène Lupin. Mais figurez-vous que c'est la production qui a le plus grand succès de tous les temps de Netflix. Je parle de Netflix. Je parle en termes d'audience. C'est incroyable, ce film. Alors, les effets là-dedans, ils sont partout aujourd'hui. Dans tous les films. Vous n'avez pas un film depuis Star Wars et depuis Jurassic Park où il n'y a pas des effets à l'intérieur de ces films. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour le plus grand public,
on ne sait Il n'y a pas pas d'effet, grand-chose. en fait. On ne sait pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Mhm. Qu'est-ce qui se passe dans les studios? Comment on fabrique? Qu'est-ce qui a changé, évidemment, qui a bouleversé Jurassic Park, par exemple, c'est penser que de reconstituer des dinosaures, des vélociraptors, des T-Rex qu'on n'avait jamais vus. Finalement, on allait en paléontologie, on allait voir des ossements, mais reconstituer des textures. Vous voyez, c'est à partir de là que le réalisme de ce qu'on appelle l'animatique, c'est-à-dire comment on les fait marcher, etc., comment on sent la densité, le côté lourd, vous savez, du dinosaure. On est arrivé à un moment donné où, franchement, il y a une véritable révolution. Et c'est le numérique qui a amené cette révolution. À un point, aujourd'hui, où il y a évidemment l'intégration aussi de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui rend d'une façon autonome des personnages. Je donne un exemple. Vous avez Game of Thrones, par exemple. Eh bien, ceux qui ont fabriqué dans ce MOOC, vous avez quelqu'un qui vient vous raconter comment ils ont réalisé, vous savez, le lac de glace, là. Vous avez les marcheurs qui viennent et vous avez les héros, les personnages importants qui sont sur un espèce de bloc de glace et ils sont envahis progressivement. Alors, ils fabriquent 2 personnages et vous avez des milliers de figurants finalement là-dessus. Eh bien, les figurants, ils sont fabriqués pour la plupart numériquement. C'est-à-dire que vous prenez un personnage, vous mettez une silhouette au loin, vous les mettez en perspective, vous leur faites... C'est là où l'intelligence artificielle intervient, c'est que vous leur donnez une forme d'autonomie sur leurs mouvements, sur le combat, etc., sur les approches, et vous en fabriquez des centaines, des milliers. Donc tout ce que vous aviez avec, par exemple, Cécile B2000, vous regardez les films, si vous voulez, sur Rome, sur les arènes, etc., ce qu'on faisait avec des milliers de figurants, et chez Fellini, pareil, dans toute l'histoire du cinéma argentique, très beau. Eh bien aujourd'hui, vous le fabriquez avec quelques personnages, une dizaine, et vous en fabriquez des centaines. Et vous arrivez à avoir quelque chose, évidemment, un cinéma, qui est un cinéma spectaculaire, et qui donne des possibilités à l'infini. Alors je vais vous interrompre parce que sinon vous allez nous faire le mock aujourd'hui. Mais je sais que vous êtes un passionné et que c'est toujours très intéressant de vous entendre. Sur ce mock, on reprécise donc la date, je l'ai déjà donnée, le 25 janvier. Vous avez l'horaire ou pas? Alors 25 janvier, ça va être en soirée. Bon, on le reprécisera de toute façon. En soirée. Et il dure, alors pour ceux qui veulent voir, il y a 3, pour résumer, il y a 3 parties. Il y a une partie introductive sur l'histoire des effets spéciaux depuis l'époque de Méliès, si vous voulez, du cinéma argentique, du cinéma muet, jusqu'à aujourd'hui. Il y a une première partie qui va sur comment la création se fait, c'est-à-dire vous partez d'un storyboard, on dessinait avant, vous savez, sur une planche, et comment ces personnages, on les anime à partir de là. Ensuite, une deuxième finalement partie qui est sur cette fois-ci sur les paysages et l'environnement, comment on crée des paysages et des environnements, et la dernière partie est sur la création c'est les créatures et les personnages. Alors, vous pensez à Gollum, vous pensez dans un certain nombre de films où ces personnages sont fabriqués de toutes pièces, et puis les personnages qui sont créés. Voilà, donc c'est tout un parcours avec une invitation, évidemment, c'est très ludique. C'est fait aussi avec des exercices, bien sûr. Il y a une plateforme où l'on peut venir répondre sur un certain nombre de questions, soi-même, évidemment, faire quelques essais, mais avec des choses simples, finalement, très, très, très rustiques. Bien, merci Dominique Rolland. Alors, Merci à vous. Vous êtes à la fois très pédagogue et très commercial, donc c'est ça qui est bien quand vous venez, puis passionné, complètement impliqué dans cette activité. Je crois que nous avons fait le tour de l'activité. On va rappeler l'adresse du Centre des Arts, l'adresse internet. L'adresse internet, c'est cda95.fr. Alors, en fait, je pose cette question, mais de vous à moi, ça ne sert à rien. Il suffit d'aller en fait sur le moteur de recherche, on tape Centre des Arts d'Enghien et ça sort automatiquement. Mais écoutez, merci Dominique Rolland, c'était très clair pour cette précision. J'espère que vous reviendrez nous voir pour nous parler de votre prochaine programmation et peut-être une programmation musicale, parce que je sais que ça c'est aussi un point fort du Centre des Arts, la programmation musicale. Mais écoutez, je propose à tous nos éditeurs et à vous-même. Ah, je vois Bruno. Bruno, vous voulez faire la chronique à ce moment-là? On l'a fait? Quand vous voulez. Eh bien écoutez, on la lance. Bruno, vous êtes prêt? Je suis prêt. Ah, on y va. Bonjour d'abord à toutes et à tous. Et pour commencer, permettez-moi à mon tour de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2021.
Une année qui, j'espère, va nous faire rebasculer dans un monde un peu plus normal, avec une vie plus normale, avec des restaurants ouverts, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous propose une recette de bistrot que vous pouvez faire chez vous tranquillement. Je suis sûr que cette recette va vous plaire, Dominique. On va faire des œufs meurettes. J'étais sûr que ça vous plairait, ça. J'ai toujours voulu faire cette recette, mais je ne sais pas pourquoi, sans aucune bonne raison, je ne l'avais toujours pas essayé. Et là, il y a peu de temps, j'ai enfin réalisé mon petit rêve. Vous allez voir, c'est une recette merveilleuse, parfaite pour un dimanche soir d'hiver. On va faire ce plat pour 4 personnes. Vous prévoyez à peu près 30 minutes de préparation et 15 minutes de cuisson. Il vous faut donc 4 œufs frais, extra frais même, 2 échalotes, 100 g de petits lardons, 30 centilitres de vin rouge. Prenez de préférence un vin un peu corsé, style Côte-du-Rhône. 80 g de beurre, 2 tranches de pain de campagne rassis, 1 cube de bouillon de volaille, 1 cuillère à soupe de vinaigre, du sel et du poivre. Pour commencer, vous coupez les tranches de pain de campagne en petits cubes et vous les faites dorer 5 minutes à la poêle avec à peu près 15 g de beurre. Ensuite, vous les réservez dans un bol, puis vous épluchez et ciselez finement les échalotes. Vous faites bouillir 15 centilitres d'eau et faites dissoudre le bouillon de volaille dedans. Maintenant, vous faites fondre 15 g de beurre dans une petite casserole et ajoutez les échalotes. Vous les faites blondir 2 minutes à feu doux, puis vous ajoutez les lardons. Vous laissez cuire encore 2 minutes. Vous versez alors le vin et le bouillon de volaille et vous poursuivez la cuisson 10 minutes afin de faire réduire cette préparation presque de moitié. C'est-à-dire que la quantité de liquide doit diminuer de moitié. Vous pouvez alors incorporer au fouet 50 g de beurre coupé en petits morceaux et que vous aurez laissé au frais jusqu'au dernier moment. Et ensuite, vous laissez votre sauce meurette au chaud à petit feu. Maintenant que la sauce est prête, on va s'occuper des œufs. C'est très simple. Vous faites bouillir 1 litre d'eau, puis vous laissez à frémissement et vous ajoutez le vinaigre. Vous cassez les œufs un par un et vous les posez délicatement dans de l'eau chaude. Vous les faites pocher 2 minutes 30 et ensuite, avec un écumoire, vous les posez sur un papier absorbant. Je précise que l'eau doit être frémissante dans la casserole. Vous renouvelez l'opération à chaque fois. Un petit conseil, n'oubliez pas de sortir vos œufs du frigo un petit moment à l'avance afin qu'ils soient à température ambiante. Les œufs sont prêts, ils peuvent donc maintenant aller rejoindre la sauce. Pour cela, vous mettez un œuf dans un petit plat creux individuel et vous servez dessus de la sauce beurrette bien chaude et vous parsemez de quelques cubes de pain grillé. Vous pouvez mettre aussi quelques feuilles de persil sur le dessus pour donner un peu de couleur. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Et vous allez voir, quand vous allez couper votre œuf, le jaune va s'étaler doucement dans l'assiette. Et là, c'est un pur moment de bonheur. Et si vous accompagnez le tout d'un verre de Côte-du-Rhône, je vous dis même pas. Allez, je vous souhaite bon appétit à tous. Au revoir et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. J'ai écouté attentivement, je vais le faire. Ah, j'adore ça. Le mieux, c'est qu'il le fasse et qu'il vienne avec. Hein. Moi, je pense qu'un jour, il va falloir le faire. Hein. Non, peut-être pas celle-là. Retour au bar de l'économie, vous venez d'entendre Alan Parsons Project avec Eye in the Sky. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Dominique Roland, directeur général adjoint de la ville d'Enghien et directeur du Centre des Arts, de Stéphanie As, formatrice sur le digital et sur les réseaux sociaux avec sa société Oxa Conseil, avec Nathalie Smadja, auteur, concepteur, rédacteur, responsable éditorial. Elles ont fondé ensemble le webzine Secret de Héros. Et Antoine Bobinet, fondateur de la société Bobby Bike qui est à Chantilly et qui propose de nombreuses activités autour du vélo. Alors Antoine Bobinet, c'est à votre tour, mais avant de parler de votre entreprise Bobby Bike, nous souhaiterions que vous nous parliez de vous, que vous nous racontiez votre histoire. Merci. Tout d'abord, je voulais vous remercier IDFM pour votre invitation. Et en arrivant ce matin ici, j'ai lu IDFM, la radio du bien-être. Et voilà, je me suis senti comme chez moi parce que moi aussi, mon métier, c'est de vendre du bien-être. Donc voilà, je me suis trouvé bien tout de suite. Bon, très bien, c'est le but. C'est le but de vous sentir bien avec nous quand vous venez nous voir. Voilà, donc mon parcours, je ne vais pas vous faire tout mon CV, mais en fait,
parcours, finalement, et le parcours de chaque personne, finalement, c'est la somme de ces expériences qui vous mènent dans un chemin que vous empruntez. Et finalement, le parcours, c'est ça, c'est le parcours de toute personne qui un jour est désireuse d'entreprendre. Alors moi, très concrètement, j'ai commencé dans la publicité, hein. J'ai commencé dans une entreprise qui s'appelle Jean-Claude Decaux, pour ne pas la nommer, et je vendais de la publicité dans les abribus. Et petite anecdote d'ailleurs, à cette époque-là, je venais très souvent à Enghien-les-Bains et j'essayais de vendre de la publicité aux hôtels, aux offices de tourisme, dans les abribus que vous voyez un peu partout dans Enghien-les-Bains. Donc ça, c'est la petite anecdote. Et c'est des bons souvenirs Enghien-les-Bains pour vous? C'est des très bons souvenirs parce que, en fait, c'était ma première expérience commerciale, hein, j'étais commercial. C'était la découverte de Paris, parce que moi je ne viens absolument pas de Paris, hein, je suis vendéen. Et voilà, je suis venu à Paris, j'ai découvert un métier, j'ai découvert une entreprise, Jean-Claude Decaux, qui a été la première à me faire confiance. Et j'ai découvert aussi un homme qui était très inspirant, la personnalité de Monsieur Decaux. Voilà, c'est quelqu'un qui est parti de rien, qui a monté son entreprise. Et ça, c'est inspirant et ça vous montre finalement un chemin possible. Oui, puis on ne va pas faire l'émission sur lui, mais il faut quand même juste rappeler que les abribus, c'est lui, et la publicité sur les abribus, c'est lui au départ. Absolument, Hein, c'est lui ça, qui a inventé ce Oui, concept tout à et qui a fait, été un des premiers à faire ça. Et moi, j'ai commencé là, en fait. Voilà. D'accord. Et après, donc j'ai eu d'autres expériences, toujours dans le commercial, dans la vente de services. C'est un peu mon ADN, hein, la vente de services, vendre, voilà, dans la publicité, le marketing direct. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené en fait à entreprendre en fait? Qu'est-ce qui vous a amené à sauter le pas, qui est pas quand on demande en fait aux créateurs d'entreprise, il y a une étape qui est très importante. Mais d'abord, comment a été votre réflexion pour sauter le pas? Et si je peux me permettre 2 questions, comment vous avez sauté le pas? Ça, c'est une bonne question. En fait, toutes ces expériences dans des entreprises ont permis de me forger, d'apprendre des choses. Mais à un moment donné, on se dit, voilà, moi j'ai envie de donner un autre sens à mon parcours. J'ai envie tout simplement d'avancer avec mes idées et pas celles des autres, en fait. Et donc, c'est à partir de cette réflexion qu'à un moment donné, vous dites, j'y vais pas. Alors, au début, je trouvais toujours des bonnes excuses pour pas y aller. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Ça. Vous avez eu peur à un moment donné d'y aller ou pas? Ouais, parce qu'on se dit, finalement, le salariat, c'est assez confortable. Hein, bien sûr, on a des résultats à donner, mais voilà, vous allez travailler le matin, le soir, vous fermez la porte de votre bureau et les problèmes, ils restent dans le bureau. Là, c'est une autre démarche. Et donc, il fallait faire ce pas. Et en fait, j'ai décidé de le faire un jour. C'était en 2018 où j'ai fait un voyage en vélo et j'ai fait le tour du Cap Corse avec mon épouse. Et en fait, ça a duré 15 jours. Et c'est le déclic a eu lieu à ce moment-là. Je me suis dit, mais là, je suis trop heureux, c'est trop bien, j'ai envie de faire ça, en fait. Et après, on y va, quoi. On fait le premier pas. D'accord, donc 2018, vous avez le déclic. Alors, l'autre question qui vient naturellement, c'est pourquoi le vélo? Pourquoi le vélo pourquoi pas, je dirais, mais pourquoi le vélo? Parce que d'une part, il y avait cette expérience qui m'a changé ma façon de voir. Et puis surtout le vélo, après quand j'y repense, le vélo, pour vous, pour chacun d'entre nous, ça nous renvoie à l'enfance, ça vous renvoie, moi, au Tour de France, ça me renvoie au premier tour de roue. Vous voyez, quand vous êtes petit, vous montez sur un vélo et vous êtes tout de suite indépendant. Je ne sais pas si vous avez cette image en tête. C'est tout de suite la liberté, c'est l'envie de découvrir. Et donc vraiment la première image, c'est ça, c'est l'enfance en fait. Et donc c'est tout naturellement, je me suis dit, j'ai eu cette opportunité de commencer quelque chose. Ça aurait pu être dans une autre activité, mais
bon, ça a été le vélo et puis j'en suis très content. Et tout à l'heure, vous avez utilisé un terme qui me semble fort, que je voudrais reprendre. Vous avez voulu donner du sens en fait à votre démarche. Et pour vous, bon, vous avez plein d'images dans la tête à travers le vélo et il y a des valeurs derrière tout ça. Oui, ben, en fait, ce qui est important, c'est comme je disais, ouais, c'est chaque personne doit essayer de donner un sens à son parcours. Et c'est comme ça qu'on apprend à mieux se connaître et qu'on devient meilleur. Moi, tout ce que je fais, j'essaie de le faire avec mes tripes. Et en fait, c'est ça qui est important. Et toutes ces valeurs, ben, c'est les valeurs de rapprocher les gens, c'est les valeurs du lien social, des rencontres, la proximité. Je trouve qu'on retrouve tout ça dans le vélo. C'est bien évidemment la nature, l'enfance, je l'évoquais, c'est ça, toutes ces valeurs. Et ben ouais, moi je les retrouve dans le vélo et j'ai dit, ben voilà, c'est ça en fait. Et voilà, après on y va, en fait, on se pose plus de questions. Alors en préparant l'émission, ce que j'ai compris, c'est qu'au départ, vous avez en fait... Après, il faut monter son business et puis il faut en vivre parce que vous quittez en fait effectivement le salariat et puis vous créez votre entreprise. Au départ, en fait, comme activité, vous louez des vélos et vous les réparez. Et puis après, vous élargissez en fait la palette. C'est bien ça, si j'ai compris? En fait, ouais, quand on dit ouais, je suis loueur de vélo, on voit tous ce que c'est que de louer un vélo. Mais en fait, moi, ce que j'essaie, j'ai essayé de pousser vraiment la chose plus loin. C'est-à-dire, je vais vous prendre des exemples très concrets. Alors moi, je suis basé sur Chantilly, donc j'ai la chance d'avoir beaucoup de visiteurs le week-end. C'est un peu comme Enghien-les-Bains, je dirais. On est dans la même typologie de ville. Absolument. Moi, j'ai beaucoup d'entreprises aussi qui viennent faire du tourisme d'affaires. Donc, exemple numéro 1, on m'appelle, voilà, je voudrais louer un vélo. J'ai dit, oui, c'est bien, mais vous arrivez à la gare, vous êtes en week-end. Ah oui, si vous pouvez me livrer mon vélo à la gare? Oui, oui. Donc voilà, madame, monsieur, je vous livre votre vélo en gare, mais vous êtes où? Vous êtes à l'hôtel? Ah oui, oui, on est à l'hôtel. Je peux vous transporter vos bagages jusqu'à l'hôtel. Ah oui, mais on ne connaît pas, on ne sait pas par où il faut aller. Alors, mais moi, je vais vous faire aussi votre itinéraire personnalisé jusqu'à votre hôtel. C'est ça le service. C'est plus que, au départ, c'était plus que du vélo. C'était ma baseline. Donc voilà, je vais au-delà du service. Je propose de la location, de la livraison, de la bagagerie. Je crée des itinéraires pour les gens. Je les accompagne. Vous êtes en famille, vous voulez faire une balade? Moi, je vous accompagne. Je vous fais découvrir la région. On va aller monter une crème chantilly ensemble et on repartira. Voilà, c'est ça, c'est l'expérience. C'est vivre une expérience et se sortir de son quotidien. Et ça, avec le vélo, on y arrive bien. Et c'est pour ça que tout à l'heure, en fait, je vais être transparent avec vous, j'ai été un peu provocateur quand j'ai dit que vous étiez loueur de vélo, parce qu'en fait, c'est pas ça qui vous fait vibrer. Bien sûr, loueur de vélo, c'est la base. Ouais. Et c'est ce qui vous permet techniquement de réaliser ce que vous faites, mais c'est toute cette proposition et tous ces services que vous proposez. Alors, j'ai vu votre brochure, vous pourriez nous parler des parcours que vous proposez, parce qu'il y a des parcours qui sont déjà, entre guillemets, tout faits, et puis après, c'est open en fonction du client, c'est bien ça? Oui, alors effectivement, il y a des parcours que je crée, parce qu'il y a des gens qui me demandent de faire une balade sur un parcours que j'ai créé. D'autres, voilà, je vous prends un autre exemple. Quand j'ai démarré en 2018, voyez, vous passez du statut de salarié à entrepreneur, donc vous avez plus froid, aux yeux. Donc moi, je suis allé voir le parc Astérix, le directeur du parc Astérix, et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas, vous créez des hôtels, vous souhaitez que les gens restent sur place plusieurs jours, donc c'est vrai que le parc Astérix, quand vous avez fait une journée, voilà, il y a peut-être autre chose à créer, donc je leur ai créé un parcours qui est le parcours du parc Astérix qu'on peut faire à vélo, en fait. Voilà, ça c'est un exemple. Mais demain, je peux le créer pour n'importe quel hôtel. Le but, c'est de créer un produit qui va être le produit de l'hôtel, le produit de l'office de tourisme. Voilà, c'est une personnalisation d'un parcours. C'est du sur-mesure que vous faites. Absolument, c'est du sur-mesure. Et voilà, moi je prends beaucoup de plaisir dans cette activité parce que je fais des choses sur mesure et j'essaie de les faire bien. En fait. Voilà, c'est ça en fait. C'est comme tout, en fait, c'est pas ce que vous faites, c'est la façon dont on fait les choses, qu'on fasse de la radio,
pour tout ce qu'on fait Ouais, d'ailleurs. voilà, absolument. Vous, moi, peut prendre voilà, tous les sont- exemples, tous les hein, de la exemples, Terre. c'est la façon dont on le fait. En fait, qu'il faut- En fait, c'est la façon, ce que vous nous dites et ce que vous essayez vous essayez de nous faire partager, c'est à la fois la façon de faire et le faire dans une atmosphère et dans un climat qui soit le plus facilitant et le plus équilibrant pour la personne, quoi. Ouais, absolument. Ouais. Alors, dites-moi, est-ce que vous pourriez nous dire en fait quels sont vos clients? Est-ce que vous avez une certaine typologie de clients? Alors, en fait, ouais, j'ai même, oui, la typologie de clients, c'est forcément des gens qui aiment la nature, qui veulent vivre des expériences, être au grand air. Donc, ça peut être des particuliers qui viennent en week-end à Chantilly. Ça peut être des entreprises qui sont en séminaire dans un hôtel et ils recherchent une activité. Ça peut être une office de tourisme qui souhaite créer un produit touristique pour sa clientèle. C'est une agence événementielle qui cherche une activité pour un groupe. C'est très large en fait. Donc, D'accord, donc ça va du client particulier en fait à l'entreprise qui. Alors, c'est vrai que Chantilly s'y prête beaucoup parce qu'il y a d'abord Chantilly est attractif en fait sur toutes ces séminaires d'entreprise et puis sur l'ensemble. Il y a beaucoup de golf autour de Chantilly aussi, hein. ouais, alors Chantilly, ouais, c'est là que j'ai commencé, mais aujourd'hui en fait, mon propos c'est aussi d'aller délivrer du service chez les gens. D'aller délivrer du service. Ça a toujours été mon ADN quand j'étais commercial. Délivrer du service, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous prenez votre camionnette, vous prenez vos 20 vélos électriques et vous venez à Enghien-les-Bains, vous allez au parc Astérix, vous allez à Rambouillet. Voilà, aujourd'hui, je me déplace dans les hôtels où je fais des animations événementielles autour du vélo. C'est ça, en fait. Effectivement, j'ai démarré à Chantilly, mais aujourd'hui, je vais Vous rayonnez un petit peu en partout, Île-de-France. en Île-de-France. Et pour vous faire connaître, ça a été compliqué pour vous cette démarche? Elle n'est jamais terminée, hein. Il faut toujours relancer la machine. Bien sûr, j'ai quelques outils Internet. J'utilise alors c'est vrai que je dois faire une petite parenthèse. Là, parce que, Faites-la. j'ai à côté de moi mon épouse Stéphanie qui travaille pour Oxa Conseil, l'agence qu'elle a montée. Elle c'est les réseaux sociaux. Donc c'est effectivement elle qui s'occupe beaucoup de mes réseaux sociaux, qui relance, parce qu'effectivement il faut de la visibilité. C'est un avantage de toute façon. C'est un énorme avantage que je ne mesure pas toujours assez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être forcément sur le terrain, avec les gens, partager des émotions vraies. Et c'est vrai que moi, tout ce qui est virtuel, c'est... C'est bien parce que ça donne une complémentarité. Absolument, et je la remercie encore de s'occuper si bien de moi. Alors dites-moi, en 2020, est-ce que ça n'a pas été facile, je pense, pour vous, parce que vous avez dû être confronté aussi au Covid, au confinement. Comment vous avez vécu cette période et comment vous vous relancez pour 2021? Ouais, c'est vrai que 2020, pardon, ça n'a pas été une année facile. Il y a eu forcément du mal et du bien, mais j'ai appris quelque chose en 2020, c'est la résilience, c'est le fait de se réinventer. Et voilà, c'est ça, c'est que là, je suis mon propre chemin, j'ai un parcours, j'ai des chemins, et quelquefois, en 2020, j'ai pris une autre direction parce qu'il fallait bien faire bouillir la marmite. Donc en 2020, tout ce qui était événementiel n'a pas fonctionné, les locations ont moins fonctionné parce que les gens étaient chez eux. En revanche, il y a eu cette opération, la coup de pouce vélo. Donc je rappelle, c'est 50 € qui sont donnés à chaque personne qui a un vélo pour le faire réparer. Et ça m'a permis de passer l'année en fait, et même beaucoup mieux que ça, puisque donc je me suis inscrit comme réparateur vélo, j'ai fait une formation de réparation de vélo, j'ai ouvert un petit atelier, et finalement les gens sont venus tout de suite me confier leur vélo, j'ai réparé des vélos, j'ai appris un métier qui n'était pas vraiment le mien au départ, Oui. mais voilà, je me suis réinventé, et finalement c'est encore ça le parcours, c'est que vous prenez un chemin, puis finalement à un moment donné il faut prendre un autre. Et donc, forcément, par la force des choses, c'est le Covid qui m'a Qui a forcé à vous adapter, en fait. Voilà, mais ça, c'est fondamental. Et je Oui. pense que tout entrepreneur, aujourd'hui, il doit s'adapter à son marché.
et c'est ce que j'ai fait en 2020, c'est ce que je vais continuer à faire en 2021. Bien sûr, j'ai des plans. Comme un entrepreneur, je dois avoir des business plans, des prévisionnels. Tout ça, j'avais bâti tout ça. Mais en fait... Mais on voit bien que ce qui vous motive et ce qui vous fait avancer, c'est les émotions que vous vivez et que vous faites partager à vos clients. Ouais, Et puis cette offre de service, parce que vous avez une offre de service qui va bien au-delà de ce que fait un loueur de vélo traditionnel. Ouais, voilà, c'est ça, c'est essentiel. Je veux continuer à vibrer et puis je vais continuer à m'adapter. Et 2021, je pense que ça va pas être une année, je pense que ça va être une année de transition, mais pour toute entreprise, il faut se dire que 2021, ça va être une année de reprise en fait. Il ne faut pas espérer que tout va redémarrer comme ça, que vous soyez hôtelier, que vous soyez comme Monsieur Roland dans tout ce qui est culturel. Voilà, ça va mettre du temps à reprendre tout ça. Donc nous devons tenir, nous devons continuer à, je pense, à investir et s'adapter au marché en fait. Et voilà, ça va se faire comme ça. Et puis tout simplement, l'histoire, vous savez, c'est un éternel recommencement. Voilà, des épidémies, il y en a eu. Oui, c'est pas la première et malheureusement, ça sera pas la dernière, je pense. C'est que nous, c'est la première fois qu'on connaît ça, donc on est tous catastrophés. Mais voilà, je pense qu'il faut prendre de la perspective un peu de hauteur. En fait, c'est l'histoire du monde, et l'histoire du monde, elle est faite de plein de bonnes choses, de tragédies, et l'humain, il doit s'adapter à son environnement, en fait, tout simplement. Et puis une fois qu'on dit ça, on y va, on arrête de se plaindre. D'accord. Alors dites-moi, pour les auditeurs qui nous écoutent, s'ils veulent vous contacter, s'ils veulent avoir plus d'informations, une adresse internet, des coordonnées IDFM 98.0. D'accord, très bien. J'avais pas prévu ça comme réponse, mais d'accord. Non, mais voilà, donc j'ai un site internet, j'ai un téléphone. Et vous nous donnez l'adresse? Oui, c'est www.bobbybike.com. Alors Bobbybike, ça s'écrit BOBEBIKE.com. Et vous nous dites pourquoi Bobbybike? Oui, alors donc ça c'est aussi quand vous créez une entreprise, c'est toujours trouver un nom, donc vous faites appel à plein de gens, vous testez des noms. Et puis moi je voulais quand même booster, parce que mon métier c'est de booster la mobilité, le vélo, et bien sûr le vélo électrique. Donc c'est le vélo électrique en anglais c'est e-bike. Et moi, mon nom, c'est Bobinet, donc je me suis dit, si on contracte les deux, on peut peut-être trouver quelque chose de sympa. Donc j'ai créé Bobbybike. Voilà, écoute, c'est tout naturel après, hein, quand vous l'expliquez. Voilà, c'est simple et c'est tout naturel. C'était tout simple. D'accord. Écoutez, Antoine Bobinet, merci beaucoup en fait d'avoir partagé votre histoire, parce que c'est une véritable histoire, et nous avoir présenté vos activités au travers de Bobbybike. Alors, tous nos auditeurs, je leur dis, vous restez avec nous, on fait une courte pause musicale, et après, c'est Secret de héros. Le jingle ou la musique? Non, la musique. On a le temps. Ça va? Ah bah oui. Ça a duré combien de temps en fait? 20. Et Antoine, tu laisses Nathalie 20 minutes, c'est pas mal, tu vois. Ouais, parce que quand j'écoutais M. Roland, j'ai dit waouh, il avait plein de choses à dire. Non, En mais fait, c'est moi qui gère le temps. Oui, Ne vous inquiétez pas. Si tu sais prendre une photo. Ouais. Tu sais, un truc, c'est. Si tu dois débloquer, c'est un flux au moins un. C'est pas grave. Je sais plus qui je suis, faut que je dise quoi. Je fais la maline. Comme ça, c'est voilà, c'est bien. Voilà. Faites une grimace. Je sais pas si j'ai dit tout ce que je voulais dire. Oui, oui. Un peu égaré au début. Ah, c'est peut-être parce que je suis là aussi. C'est parti. C'est plus. ça, je sais pas. Il a parlé de vélo à un moment. Ouais, T'es parti longtemps sur deux coups. Non, en fait, j'ai c'était pensé bien. à ça en fait, parce que je voulais relier à Anguin-les-Bains. En fait. Finalement, j'ai passé vachement de temps à Anguin-les-Bains. J'y ai pensé en venant. Je dis ouais. Et je venais là, tac, tac. Ah, c'est qui ça? C'est qui? Maggie Rogers. Bon, bah. Et c'est Tout de quoi? suite, hein. Back in my body. Mac? C'est mieux avec Back. le casque. Ah oui. Ouais. Maggie Rogers? C'est Ouais. isolé dans le... Back in my body. Mais moi j'aime bien, je suis pas sûre d'avoir envie de m'isoler. Back in my body? Non, moi je Je m'entendais bois un bien. verre d'eau, je peux pas sortir.
Si vous pouvez sortir, mais par contre, vous ne ramenez pas le verre d'eau ici. Sinon, vous allez vous faire discuter par moi. Mais non, vous êtes gentil comme tout. Ah oui, C'est mieux avec le casque, je sais jamais. c'est bien C'est avec mieux. le casque, hein. Franchement. c'est On mieux. entend mieux, on s'entend On mieux. s'entend pareil. mieux et puis ça évite que vous partiez du micro. Sinon, tu entends la voix qui s'échappe. Et ce qu'il faut, c'est parler près, tout près. Attendez. Si vous le mettez en vrai, bien devant comme ça. On va reprendre, on va pas laisser Oui, oui, complètement tu as raison. la pause. Parce qu'elle est longue, celle-là. Attention. Vous venez d'entendre Back in My Body de Maggie Rogers. Alors, au bar de l'économie, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Dominique Roland, directeur général adjoint de la ville d'Enghien et directeur du Centre des Arts. Antoine Bobinet, fondateur de Bobby Bike. Bobby Bike est une société qui est installée à Chantilly et qui propose de nombreuses activités autour du vélo. Et elles viennent de nous rejoindre en studio, donc nous allons les présenter. Stéphanias, bonjour. Bonjour, Dominique. Alors, vous êtes formatrice sur le digital et sur les réseaux sociaux avec votre société Oxa Conseil. Et Nathalie Smadja, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, concepteur et rédacteur et responsable éditorial. En fait, vous avez toutes les deux fondé le webzine Secret de Héros dont nous allons parler. Mais avant de parler de Secret de Héros, je vais tenter d'en savoir un petit peu plus sur les deux fondatrices. Alors tout d'abord, Stéphanias, pour vous présenter, je rappelle que vous avez créé la société Oxa Conseil, vous avez créé une association qui s'appelle Drôle de Diane, et vous êtes cofondatrice du web magazine Secret de Héros. Alors, je vais vous passer la parole quelques minutes pour nous présenter ces trois activités, montrer en fait le lien qui existe entre chacune d'entre elles. Oui, alors tout à fait, Dominique. Donc en fait, moi je pense que si, quand vous m'avez posé la question, je me dis que ma vie a été construite de défis et de rencontres. Et le fil rouge dans tout ça, en y réfléchissant bien, Oxa Conseil, en fait, c'est aider chacun à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Les drôles de Diane, c'est finalement aider en tout cas, faire en sorte que chaque femme ose se lancer des défis sportifs, puisque c'est pour ça que j'avais créé l'association avec deux amies qui étaient Florence Béjean et Laetitia Coche. Et finalement, Secret de Héros, on va en parler avec Nathalie, c'est oser dépasser ses peurs. Et puis, il y avait un fil rouge à tout ça et il manquait quand même quelque chose. Et donc, c'est pour ça que je suis en cours de certification du personal branding, c'est-à-dire permettre à tout le monde d'oser être soi. Comment on réussit à être tellement aligné avec ce qu'on est, qu'on ose prendre la parole, on ose communiquer avec impact, on ose fédérer ses équipes, on ose se mobiliser, mobiliser les uns et les autres. Et finalement, on va en parler, Secret de Héros, c'est la suite logique. Et personal branding, en fait, c'est une nouvelle activité. Comment ça fonctionne? Alors, personal branding, c'est effectivement une formation sur laquelle, je me forme. Merci, effectivement, les 2 périodes de confinement qui m'ont permis finalement de me former sur le personal branding. C'est accompagner tout à chacun à s'aligner avec ce qu'il est vraiment, à l'autorisation d'être soi-même. En gros, on découvre sa marque personnelle et quand on est vraiment en accord avec qui on est, Antoine Bobinet, finalement, on n'a pas eu besoin de mes services pour le personal branding. Il avait fait cette démarche, en fait. Il l'a fait tout seul, c'est-à-dire qu'il a réussi à s'aligner avec qui il est. Et aujourd'hui, voilà, il a monté Bobby Bike et il est heureux dans cette activité. C'est-à-dire on sait ce qu'on veut et ça nous rend heureux. On prend du plaisir. C'est ça le personal branding et on peut le distiller sur plein de choses. C'est-à-dire on peut aider les personnes en reconversion aujourd'hui, c'est où je vais, qu'est-ce que je fais. Quand on a, avec la période évidemment du Covid, retrouvé ces équipes un peu éparpillées partout en télétravail, comment je fais pour remobiliser mes équipes, comment je communique avec impact. Si je sais vraiment qui je suis, je vais réussir à trouver les bons mots. Voilà, le personal branding, ça sert à beaucoup de choses. Et le lien de tout ça, écoutez, moi, Secret de Héros. Je pense que nos auditeurs comme moi ont trouvé ça très clair et très cohérent. En fait, c'est la cohérence que vous expliquez. Alors, nous allons parler de Secret de Héros, mais Secret de Héros, c'est aussi avec Nathalie Smadja. Alors, Nathalie Smadja, vous avez un parcours qui n'a rien à voir avec Stéphanie. Et avant de parler de votre collaboration, parlez-nous de vous. Racontez-nous votre histoire également. Alors, j'adore parler de moi, ça tombe bien. Parfait. Donc, moi, je suis conceptrice, rédactrice publicitaire au départ. Donc, j'ai travaillé pas mal de temps en agence de communication avant de me lancer en freelance.
Et le freelance, en fait, j'ai lancé au moment où le web a complètement explosé. Et petit à petit, j'ai travaillé sur des textes de plus en plus longs. Ça démarrait par des accroches publicitaires, des signatures de marque, et progressivement, on est passé sur des blogs, on est passé sur des webzines, on est passé sur des formats longs. Et en travaillant pour les institutions comme le Louvre ou la Monnaie de Paris, j'ai commencé à interviewer des gens. Et donc, c'est là que j'ai commencé à découvrir que vraiment, ça me plaisait de faire parler les gens d'eux et de voir comment, à travers leur personnalité et leur place dans une société, ils arrivaient à nourrir l'ADN de cette institution. Et donc, j'ai commencé à travailler de plus en plus longuement avec les différentes personnes, jusqu'à écrire un roman, jusqu'à écrire des biographies. Et c'est là que j'ai rencontré Stéphanie la première fois. En fait, c'est pour la première biographie que j'ai écrite, qui était avec Philippe Faure, qui est un athlète, qui a traversé la Manche en slip Et à la nage. et à la nage. Et en fait, voilà, ça a été une des premières biographies que j'ai écrites. Mais dites-moi, vous parlez très bien de vous, en fait. C'est un exercice facile pour vous? Merveilleusement bien. Très bien. J'adore, je suis très à l'aise. Alors, on voit qu'effectivement, votre parcours est très différent. Vous allez nous expliquer comment en fait, se fait cette complémentarité. Je sais que Stéphanie dit de vous, vous êtes la plume. Ah Vous oui, êtes ça, c'est d'accord vrai. avec ça? En partie. Oui, alors si je suis la plume, elle est le papier, c'est ça? Eh ben, c'est ce que j'allais vous demander. Pour vous, Voilà, c'est ça. Donc, si je suis la plume, elle est le papier. Si je suis l'intérieur, elle est l'extérieur. En fait, Stéphanie, c'est les contacts. C'est la facilité à aller vers les autres. Et moi, c'est la facilité à faire parler les autres. Donc, comme ça, on se complète. Parfaitement bien. Et on ne marche pas sur les plates-bandes l'une de l'autre. Et on respecte chacune ce que l'autre fait. Et je pense que c'est cette complémentarité qui a fait que ça marche et qu'on est là toutes les deux. alors comment s'est fait cette alchimie, en fait? Il n'y a pas de rencontre dans la vie. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Oui, ça, pardon, il n'y a que des rencontres. C'est dans l'autre sens. Voilà. Bah, raconte. En fait, on s'est rencontrés donc, une deuxième fois après avoir parlé de Philippe Faure. On s'est revus pour prendre un café et on a, je ne sais plus qui a commencé l'idée ou comment ça s'est mis en place, mais on est tombé très vite sur Secret de héros. Je lui racontais en fait comment l'ADN des gens m'intéressait, comment j'arrivais à... ce que j'aime dans mon métier, ce qui fait le lien, c'est-à-dire le fait de trouver l'ADN des gens, d'aller au cœur de leur personnalité pour ensuite déployer tout ce qui va autour et tisser une histoire. Et elle, en fait, ce qui l'intéresse, c'est le développement personnel, c'est l'aspect développement personnel et c'est l'aspect dépassement. Et on est tombé sur Secret de héros. Alors ça s'appelait pas Secret de héros, hein, c'est passé par I'm feeling good. Ouais, I'm feeling good. Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. So So far, so good. So far, so good. Ah oui, il était bien celui-là, mais il était déjà pris. Voilà. Et on a atterri donc sur Secret de héros et on est reparti chacune chez nous. Et en fait, c'est le confinement qui a mis en place les choses. Le confinement a fait que on est parti chacune sur un peu ce qu'on avait à faire. Donc elle a cherché des héros à interviewer. Ah, je les avais. Hein. Elle les avait déjà en tête, donc c'était assez facile. Moi, j'ai commencé à travailler sur le storytelling de Secret de héros, donc sur la manière dont on allait déployer tout ça, la ligne éditoriale du webzine, comment on allait construire les interviews, comment on allait interroger les gens. Et le confinement est arrivé et on a passé des coups de fil et les gens étaient derrière leur ordinateur, ça tombait bien, c'était hyper simple de les joindre. Et ça s'est déclenché. Et ça s'est déclenché, on l'a mis en ligne et en fait on n'a jamais cherché à savoir qui devait faire quoi. Voilà. Non, c'était assez C'est vraiment la naturel. complémentarité naturelle. Bah, écoutez, très bien. Voilà. C'est ce qu'on n'a pas dit, mais bon, on va le dire maintenant, mais c'est que Secret de héros, c'est très récent, c'est 2020. Ah bah oui, on l'a lancé en avril. On a commencé à interviewer en mars pendant le confinement. Et je crois que les premières interviews sont sorties juste à la fin du premier confinement. Et moi, en fait, ce que je trouve génial, c'est que, et Nathalie, je pense qu'indirectement, c'est ça aussi, mais j'avais en moi Secret de héros depuis très longtemps. En fait, avec les Drôles de Diane et tous ces athlètes, dont Philippe Faure, qu'on a eu la chance d'avoir comme coach chez les Drôles de Diane, ces gens m'inspiraient tellement que j'avais vraiment envie de savoir comment ils étaient devenus ce qu'ils étaient devenus. Donc c'était normal qu'on le lance, en fait. Ouais. Ça vous apparu tout à fait logique. Alors, merci en tout cas pour votre présentation. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rentre en fait dans le concept de Secret de héros et qu'on dévoile et que vous dévoiliez ce qu'est Secret de héros, qu'on retrouve sur un site internet. Bien sûr, on le citera tout à l'heure, mais donc je vous passe la parole. Hein. On peut... www.secretdehero.fr. Oui, c'est au pareil. pluriel, hein. Oui, Ben, quand j'ai préparé l'émission, j'ai tout simplement tapé Secret de héros dans le moteur de recherche. Et alors, je pense que vous avez très bien fait le travail parce qu'il sort très vite et il sort dans les premiers. Alors, présentez-nous Secret de héros.
Alors, secret de héros, puisque c'est moi qui ai travaillé sur la ligne éditoriale, je vais prendre la parole. Secret de héros, donc c'est interviewer une galerie de portraits, des gens qui peuvent être des sportifs, donc on en a parlé comme Philippe Faure, ça peut être aussi des entrepreneurs, ça peut être des artistes, c'est un peu toutes les personnes qui ont pu dépasser leur peur pour arriver à être celles qu'ils sont aujourd'hui. Et donc toutes les interviews sont construites de la même façon, on démarre avec les peurs des enfances, et on essaye de voir à quel moment le déclic s'est produit chez les gens qu'on interviewe pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont et à quel moment ils ont dépassé leurs peurs et comment. Et donc... Voilà, et aujourd'hui, on a interviewé à peu près une quinzaine de personnalités. D'autres interviews sont à venir avec un rythme. Alors au début, on avait un rythme un petit peu soutenu. Et puis on a des activités parallèles. Donc là, on est plutôt sur 1 à 2 interviews par mois qui sortent sur le site. Mais en fait, la chose, pardon. Allez-y. Ce qui est le plus important, c'est quand même qu'à la fin des interviews, il y a une question qui revient systématiquement et qui est la question clé en fait, qui est sur 5 conseils que ces personnalités donneraient aux gens s'ils devaient dépasser leur peur. Comment dépasser leur peur à travers 5 conseils. Et en fait, ça devient des espèces de fiches qu'on peut consulter en permanence. Il y a une rubrique dédiée sur le site qui s'appelle les conseils et qui permet donc à chacun de voir comment utiliser les conseils de nos héros pour pouvoir dépasser ses propres peurs. Parce que ce qui nous intéressait, pardon Dominique, ce qui est vraiment important de dire, c'est que tout le monde peut devenir un héros. Et que le but, c'était pas juste l'histoire de ces personnes, mais c'est de comprendre, et Nathalie donc, a très bien fait le script des questions, comment elles ont réussi. Elles ne sont pas nées championnes olympiques, elles ne sont pas nées chefs d'entreprise, elles ne sont pas nées politiques, chanteurs, acteurs, écrivains. Elles le sont devenues parce qu'elles ont réussi à dépasser certaines peurs. Et on peut tous, à n'importe quel âge, quand on est jeune, plus âgé, réussir à dépasser ses peurs. Et nous, il nous fallait les recettes. Donc là, vous avez les recettes. Alors moi, je voulais vous poser une question, mais j'ai l'impression que ma question va tomber un peu à l'eau, dans le sens où je voulais vous poser à qui s'adresse en fait votre webzine Secret de héros. J'ai l'impression que ça s'adresse à tout le monde en fait. À tous ceux qui ont envie de dépasser leur peur et qui se disent à un moment donné, je suis pas capable, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, ou mais non, ça c'est inaccessible, c'est un rêve inaccessible. Et vous, Dominique, par exemple, quelle peur aimeriez-vous dépasser ou avez-vous dépassé? Alors, j'avais pas prévu que l'interview se déroule comme ça, mais je ne vais pas laisser la question sans réponse, donc je vais vous répondre. En fait, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais comme peur de parler en public. De parler en public. C'est rare comme peur. J'étais assez timide, mais de par mon métier, j'ai dû à un moment donné m'exprimer devant un public qui allait jusqu'à 1000-1500 personnes, et c'est quelque chose qui me faisait très très peur. Et comment j'ai dépassé ces peurs? J'ai dépassé mes peurs d'abord par de la technique, c'est-à-dire que quelles sont les techniques qu'il faut apprendre pour savoir le faire. Et puis je me suis entouré des gens qui m'ont encouragé et qui ont été bienveillants à mon égard pour le faire. Et puis après, je me suis lancé, tout simplement. Et les premiers résultats m'ont donné envie de continuer et m'ont donné envie de partager tout un certain nombre de choses. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis devant vous dans un métier qui est plutôt de la communication quand même, où j'ai pas de problème pour prendre la parole et pour m'adresser à vous. Et ben voilà. Ça vous convient? Oui. Mais effectivement, je me considère pas du tout comme un héros. Hein. Mais en fait, c'est des conseils qui reviennent de façon assez régulière. Dans pas mal d'interviews, on retrouve ces conseils qui sont de passer par la technique pour apaiser les dangers, pour comprendre qu'est-ce qu'on va affronter, savoir qu'est-ce qu'on doit affronter et comment l'affronter. Et une fois qu'on a compris ça, effectivement, c'est un début de réponse déjà pour arriver à se lancer. Alors justement, ça fait le lien avec le sujet que je voulais aborder avec vous. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de conseils que vous avez entendus par vos héros? Oui, mais il y en a un que j'ai appliqué tout au début d'interview, qui est un conseil qu'avait donné Christelle Gauzet, qui a été championne de Koh-Lanta et qui va peut-être participer prochainement à Koh-Lanta les héros. Et elle avait dit que pour apprivoiser sa peur, elle avait commencé par avouer qu'elle avait peur. Et en arrivant ici, j'ai dit que j'étais pas à l'aise au micro. Et effectivement, une fois qu'on a dédramatisé la peur, ça prend une autre ampleur et on arrive à dépasser ça et à prendre la parole normalement, à peu près. Presque. Alors ça, c'est un conseil. Alors moi, j'en ai un autre qui est un de mes coachs et que nous avons interviewé, qui s'appelle Laurent Hernu, qui a participé aux Jeux Olympiques et qui est entraîneur de sportifs de haut niveau. Lui dit dans l'interview et dans un conseil,
Chercher le plaisir, ceux qui prennent plaisir dans ce qu'ils font constituent un moteur. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans cette phrase, c'est le mot plaisir. Le plaisir, en fait, est une vraie valeur qui permet d'avancer. Et souvent, on ne nous l'apprend pas à l'école. On doit être dans la difficulté, on doit apprendre. Et dans l'interview de Laurent, le plaisir est un de ces moteurs. Et moi, je me rends compte aujourd'hui, dans tout ce que j'ai fait, et Secret de Héros, c'est le dernier exemple en date, j'ai pris beaucoup de plaisir à monter Secret de Héros sans vraiment savoir, sans avoir de business plan et de projet, mais j'ai pris plaisir et c'est en train de, voilà, tranquillement grandir. Donc je remercie beaucoup Laurent Hernu et je dis à tout le monde, prenez plaisir. Le plaisir doit être placé au début et c'est un mot qu'on met souvent à la fin. Or, le plaisir est un vrai moteur. Voilà. Et c'est vrai, vous l'avez évoqué, ça renvoie et ça rappelle à ce qui s'est passé dans l'enfance. Et c'est dans l'enfance en fait qu'on construit en fait la personnalité de chacun et de chacune. Et c'est souvent il faut aller justement à ces endroits-là pour pouvoir faire tomber certains murs qu'on a dans la tête pour pouvoir avancer. Ah mais les conseils, relisez-les, c'est extraordinaire. Allez, alors donnez encore un. Philippe Faure, Oui. Philippe Faure, qui disait que, en fait, quand il s'est lancé le défi d'aller traverser la Manche, il a décomposé et analysé chaque élément constitutif du défi. Il s'y est confronté et il a compris comment les surmonter et se sentir fort. Très Et bien. voilà, décomposer, arriver à ne pas prendre le problème en fait comme quelque chose de global au départ, mais le décomposer et surmonter les épreuves une par une, se fixer des étapes. Alors, dites-moi, bon, je pense que c'est clair sur le concept et ce que vous faites en fait d'interviewer des personnalités qui ont surmonté leur peur et vous les mettez dans Secret de Héros. Mais à travers Secret de Héros, vous voulez aussi faire du business. Il faut qu'on se dise les choses. Oui. Et donc, vous voulez créer ou proposer des offres à des entreprises. Vous pouvez nous en parler? Nathalie, Stéphanie. Ah, vas-y, parle-nous de tous des héros. Alors, tous des héros, effectivement, c'est la version B2B de Secret de Héros. C'est-à-dire